Gareth Williams était un agent secret britannique embauché pour espionner un groupe qui se trouvait à Moscou en Russie. Bizarrement, en 2010, on le retrouvera dans un sac à l'intérieur de son appartement. Malheureusement, l'enquête va s'avérer bien plus compliquée qu'elle ne le paraît. Pour tout savoir sur la triste et mystérieuse histoire de Gareth Williams, lançons-nous maintenant dans la vidéo. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle histoire un peu complotiste, un peu bizarre, qui lie le gouvernement, l'armée, l'espionnage, enfin voilà. Ça ressemble un petit peu à la dernière vidéo dans le côté un petit peu théorie du complot, mais vous allez voir, cette histoire est bien différente, mais reste très intéressante. Comme d'habitude, avant de commencer la vidéo, je vous rappelle de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et maintenant, lançons-nous dans la vidéo. Gareth Williams est un homme de 31 ans ayant grandi au Pays de Galles dans la ville de Holyhead avec ses parents Ian et Helen Williams et sa sœur Ceri Williams. Gareth a toujours été un enfant très intelligent. Petit, il a fréquenté l'école primaire de Eastgall Ginrad Morswin et à 10 ans seulement, il est rentré dans l'enseignement secondaire où d'ailleurs il excellait dans les cours de maths et d'informatique. Il a alors passé plusieurs classes de l'enseignement secondaire et à 14 ans seulement, il était prêt à aller à l'université. Donc les responsables de son école ont contacté ceux de l'université de Bangor et il a finalement été accepté là-bas, dans une ville qui se situait à une trentaine de minutes en voiture de là où il a toujours grandi. Parallèlement à ses études, Gareth adorait le cyclisme et d'ailleurs à l'âge de 17 ans, il s'est lancé dans le cyclisme de compétition. Mais ce n'est pas tout, Gareth avait aussi une passion pour les jeux en ligne où il était d'ailleurs extrêmement doué. Il aimait tellement ça qu'à l'âge de 18 ans, après avoir obtenu son premier diplôme universitaire, il est allé étudier à l'université de Manchester en Angleterre où il a commencé un doctorat dont sa thèse se concentrait sur les jeux informatiques. Quelques années plus tard, alors que Gareth était âgé de 21 ans et toujours à l'université pour son doctorat, il a été approché par des responsables du siège des communications du gouvernement qui lui ont proposé un emploi dans leur bureau. Ils avaient en fait entendu parler de lui et de ses capacités extraordinaires, notamment en informatique, et ils avaient voulu le recruter. Évidemment, c'était une offre que Gareth ne pouvait pas refuser, alors il a accepté et a arrêté ses études à l'université pour rejoindre le gouvernement. Dans ce nouveau travail, Gareth devait résoudre plusieurs problèmes mathématiques, parfois seul et parfois en groupe, mais c'est pas tout, il devait aussi écouter, analyser certains mails et certaines conversations téléphoniques de partout dans le monde. Il faut savoir que Gareth adorait ce travail et vraiment il a consacré l'entièreté de sa vie à ce travail. Tout tournait autour de ça et il était d'ailleurs une excellente ressource pour le gouvernement. Au fil des années, il a été placé à des postes plus importants où par exemple il était en charge de surveiller plusieurs groupes criminels dangereux. Le journal anglais The Guardian a d'ailleurs écrit ceci sur Gareth. Son travail a exposé Williams aux services de renseignement américains, aux radicaux islamiques et aux agents du Moyen-Orient et de la Russie. On comprend par là que le travail de Gareth l'exposait à beaucoup de personnes dangereuses qui peut-être aurait voulu un jour lui faire du mal. Surtout que, comme je vous ai dit, il était une très bonne ressource du gouvernement et il le mettait chaque fois à des postes plus importants. Si au début il devait seulement espionner de loin par ordinateur certains groupes importants, au début des années 2000, il est devenu un espion du Secret Intelligence Service, qui est le service des renseignements extérieurs du Royaume-Uni. Gareth a alors commencé à espionner une cellule dormante soutenue par Moscou et on a peu d'informations mais on sait que pour ça, il a dû se déplacer plusieurs fois en Russie. D'ailleurs, on sait que Gareth donnait énormément de sa personne dans cette mission et avait un poste très important. Il va garder ce poste d'espion pendant 10 ans jusqu'en 2010. À ce moment-là, il avait seulement 31 ans. En fait, en 2010, le gouvernement l'a convoqué et lui a proposé un nouveau poste en cybercriminalité. Et évidemment, Gareth a accepté. Il n'avait plus devoir autant être dans quelque chose d'aussi dangereux. Ce serait toujours bosser dans l'espionnage de personnes, etc. mais derrière un ordinateur. Donc il a accepté, il était content, c'était un bon job et il devait commencer le 3 septembre 2010.
En attendant d'intégrer ce poste, il continuait son travail d'espion et en août 2010, il a étudié la vulnérabilité britannique aux gangs étrangers, en particulier les groupes chinois, russes et turcs, et il avait suivi cette formation aux États-Unis. Il était finalement rentré chez lui le 11 août 2010. À ce moment-là, il habitait à Londres au 36 Alderney Street dans le quartier de Pimlico. Parlons alors en détail de cette journée du 11 août 2010, donc journée où il est rentré des États-Unis. Dans la journée, Sherry, la sœur de Garrett, lui avait téléphoné pour vérifier qu'il était bien rentré de son voyage et les deux avaient discuté un moment et tout se passait normalement et Garrett avait même dit à sa sœur qu'il devait arranger les choses avant de retourner au travail. C'est une traduction littérale que j'ai trouvée, mais je pense que par arranger les choses, il voulait dire ranger sa valise, le genre de truc qu'on fait quand on rentre de voyage. Mais en tout cas, la chose qu'on doit retenir, c'est qu'il comptait s'installer chez lui, puis directement retourner à son bureau au gouvernement pour travailler. Donc voilà, les deux frères et sœurs ont fini leur conversation, ils ont raccroché et la vie a repris son cours. Un peu plus d'une semaine plus tard, Sherry s'inquiétait un peu de ne pas avoir de nouvelles de son frère. Elle l'a appelé plusieurs fois pendant 12 jours, il n'a jamais répondu et c'est vrai que ça paraissait assez inhabituel. Sherry a alors commencé à s'inquiéter, surtout que son frère lui répondait toujours et en plus assez rapidement. Et donc elle a décidé d'appeler le commissariat de police de Londres. Nous sommes alors le 23 août 2010. C'est un agent de police de Londres, John Gallagher, qui va se rendre dans l'appartement de Garrett pour vérifier si tout allait bien. C'est en fait un agent de location de l'immeuble qui a ouvert à Gallagher parce que du coup il fallait bien que quelqu'un lui ouvre la porte principale et ensuite il lui a donné les clés pour aller voir dans l'appartement de Garrett. Il est alors 18h30 lorsque Gallagher ouvre la porte de chez Garrett. Et lorsqu'il est rentré, qu'il a fait quelques pas, il a directement remarqué plusieurs choses. Déjà, il n'y avait aucun signe d'effraction ou de lutte. Ensuite, il remarquera que l'appartement était propre et il y avait 2 iPhones, 2 cartes SIM et un ordinateur portable Apple au salon. Il a également vu une perruque orange et jaune et une coupure de journal de The Observer sur les 5 principaux regrets qu'une personne peut avoir avant de mourir. Déjà là c'est bizarre, mais en s'aventurant un peu plus dans l'appartement, Gallagher trouvera également des vêtements pour femmes qui paraissaient neufs. C'était vraiment des beaux vêtements pour femmes de marque et ils ont d'ailleurs été estimés à plus de 20 000 livres sterling. Et en plus de tous ces vêtements, le policier trouvera 26 paires de chaussures de grandes marques qui étaient là et complètement neuves. Mais la pire découverte que Gallagher va faire va être dans la salle de bain de la chambre de Garrett. Dans la baignoire, il va en fait trouver un sac de sport de la marque North Face de couleur rouge. Le sac était fermé, mais un liquide rouge qui ressemblait beaucoup à du sang en coulait. Mais le sac avait en fait 2 fermetures éclairs qui étaient cadenassées ensemble et donc il fallait casser le cadenas pour ouvrir le sac. Mais dans tous les cas, Gallagher savait qu'il était face à une scène de meurtre. Il pouvait pas ouvrir le sac seul, donc il a appelé des renforts. Ses collègues sont alors arrivés en quelques minutes et le cadenas a été cassé. À l'intérieur du sac, les agents de police vont alors retrouver le corps nu de Garrett. Tout d'abord, les officiers de police vont penser qu'il avait été démembré, que ses bras et ses jambes avaient été coupés pour qu'il puisse rentrer dans le sac. Mais finalement, ils vont se rendre compte que non, c'était pas le cas, que Garrett était tout simplement en position fétale. La police a alors rapidement cherché à savoir si une arme pouvait se trouver dans l'appartement, mais ils n'ont rien trouvé et de plus, rien ne semblait avoir été volé. Par contre, autre chose vraiment étrange qu'il sera noté, c'est que la porte d'entrée de l'appartement était verrouillée, donc si quelqu'un était bel et bien venu chez Garrett, il devait avoir les clés pour pouvoir verrouiller la porte de l'extérieur. Mais ce n'est pas tout et c'est complètement fou, aucune empreinte digitale ne sera retrouvée dans la salle de bain, sur le sac ou sur le cadenas. Mais quand je dis aucune, c'est aucune, même pas les empreintes digitales de Garrett, il n'y avait strictement rien et pourtant la pièce ne semblait pas avoir été nettoyée à l'eau de javel. Pour ce qui est du reste de l'appartement, le médecin légal a trouvé une toute petite trace de sang sur le tapis près de l'escalier de chez Garrett. Et il y avait aussi 2 empreintes de pas de chaussures dans la cuisine, on ne sait pas à qui elles appartenaient, mais en tout cas c'est tout ce qu'ils ont trouvé. Évidemment, le corps de Garrett a rapidement été envoyé chez un médecin légiste, mais bon, ça s'est passé au mois d'août et il faisait vraiment chaud dans l'appartement, donc le corps était dans un état de décomposition déjà très avancé. À cause de ça, l'autopsie n'a pas permis d'établir la cause du décès.
Par contre, le médecin dira tout de même que Garrett ne semblait pas avoir été poignardé ni avoir reçu de balles. De plus, les résultats toxicologiques montraient qu'il n'y avait aucune trace d'alcool, de drogue ou de médicaments dans le sang de Garrett. Il faut savoir que même si la scène de crime ressemblait quand même à un meurtre, eh bien les enquêteurs ont commencé à douter tout de même car vraiment rien n'indiquait que quelqu'un soit rentré dans l'appartement de Garrett. Le légiste n'arrivait pas du tout à trouver comment Garrett aurait pu décéder, il n'y avait aucune marque sur lui, il semblait juste comme être décédé comme ça, peut-être en suffoquant dans le sac, mais voilà, il n'y avait aucune trace d'effraction dans la maison, il n'y avait aucune trace de lutte, il n'y avait aucune trace d'ADN, donc la police était totalement perdue. Bon, les enquêteurs ont alors décidé de se concentrer sur les 12 jours qui ont séparé la conversation téléphonique de Garrett et sa sœur lorsqu'il était rentré des États-Unis et le jour où il a été retrouvé décédé. Les enquêteurs ont alors fouillé ses 2 téléphones portables, son ordinateur et ses transactions de carte bancaire et grâce à ça, ils ont pu retrouver les caméras de surveillance qui l'avaient filmé un peu avant sa mort. Mais bon, par rapport à ce que les caméras de surveillance avaient filmé, j'y reviendrai un peu plus tard parce que au même moment, eh bien, les enquêteurs vont décider d'enquêter pour savoir si Garrett n'était pas gay. Tout de même, tous les vêtements pour femmes trouvés dans son appartement perturbaient pas mal les enquêteurs. La famille de Garrett a alors confirmé qu'il n'était pas gay et qu'il devait y avoir une autre explication. Et puis la police a finalement déclaré que son orientation sexuelle n'était pas au centre de l'enquête. D'ailleurs, ils n'ont jamais trouvé aucune preuve que Garrett pouvait être gay, même en fouillant dans son ordinateur et ses téléphones portables. De plus, une amie de Garrett qui connaissait vraiment très bien va dire à la police que Garrett ne se travestissait pas et que sans doute les vêtements retrouvés chez lui pouvaient être des cadeaux pour elle ou pour sa sœur Seri. Aussi, dans ce même entretien avec la police, la meilleure amie de Garrett va leur dire que depuis le début, les policiers semblent imaginer Garrett comme un homme solitaire et mystérieux. Mais elle leur précisera que ce n'était pas du tout le cas, qu'il était loin d'être solitaire et qu'il aimait aussi beaucoup discuter et parler de sa vie. Même si évidemment son travail lui demandait une certaine discrétion, il arrivait à faire la part des choses et dans la vie de tous les jours, c'était un homme normal. Mis à part ça, quelques jours après la découverte du corps de Garrett, un couple étrange sera remarqué devant la porte de l'immeuble où il habitait et où il a donc été tué. Des gens avaient en fait appelé parce qu'ils avaient remarqué un couple étrange tourner autour du bâtiment et regarder par la fenêtre de la porte principale. Les enquêteurs ont alors demandé aux personnes qui les avaient vus de les aider à réaliser un portrait robot. Le couple était d'apparence méditerranéenne et dans la vingtaine ou la trentaine, mais malheureusement, ils n'ont jamais été retrouvés. Mais selon mon avis, ça se pouvait aussi que ce soit juste des personnes curieuses qui espéraient peut-être voir quelque chose d'un peu croustillant. Un mois plus tard, l'enquête faisait toujours du surplace. Comme je vous l'ai dit, les enquêteurs avaient retrouvé plusieurs images de vidéos de surveillance où on voyait Garrett. Et donc là, leur but était de comprendre quand est-ce qu'il avait été vu pour la dernière fois, à partir de quand on perdait totalement sa trace. Je rappelle donc qu'il a téléphoné à sa sœur le 11 août et que c'est le 23 août qu'il a été retrouvé décédé, donc en l'espace de 12 jours, il a pu se passer pas mal de choses. Les enquêteurs vont alors trouver des images de vidéosurveillance datant du 14 août 2010, montrant Garrett vêtu d'un t-shirt rouge, d'un pantalon beige et de chaussures de sport blanches. Il entrait alors dans la station du métro Holland Park à 15 h. Le 15 août, soit le lendemain, les policiers trouveront de nouvelles images de lui en train de rentrer dans un guichet automatique. Puis à 14 h, on le verra en train de rentrer dans un célèbre magasin appelé Harrods qui se situe sur Brompton Road. Après ça, à 14 h 30, on le verra marcher à l'extérieur du magasin Harrods et on pourra d'ailleurs voir qu'il venait d'y acheter un gâteau. Il marchait alors sur la rue Hens Crescent et se dirigeait vers la rue Sloane Street. Il se situait d'ailleurs tout près du magasin Dolce & Gabbana. Mais malheureusement, juste après ça, on perdra totalement sa trace et d'ailleurs, ce moment-là où il était en train de marcher sera la dernière trace qu'on a de lui. La police va vraiment énormément travailler pour essayer de trouver d'autres images de caméras de surveillance le montrant un peu plus tard cette journée-là, mais ils ne trouveront rien, donc on peut dire qu'il a réellement disparu le 15 août à 14 h 30. Malheureusement, même avec cette petite avancée-là dans l'enquête, eh bien les enquêteurs étaient toujours aussi perdus, alors ils ont essayé de faire de nouveaux tests toxicologiques, mais encore une fois, ça n'a rien donné. Malgré tout, le médecin légiste conclura que selon lui, Garrett avait probablement été assassiné. Toujours selon le médecin légiste, Garrett aurait pu être empoisonné par quelque chose qui n'était pas détectable pendant les tests toxicologiques,
ou alors peut-être même qu'il aurait pu être étouffé, mais sans doute avant d'aller dans le sac. Donc disons que la théorie la plus probable, c'est que quelqu'un d'autre l'ait étouffé et une fois qu'il était soit mort, soit inconscient, il aurait été mis dans le sac rouge et ensuite cette personne aurait fermé le sac à clé. Les autorités ont donc finalement rendu le corps de Gareth à sa famille qui l'a enterré dans le nord du Pays de Galles. L'enquête s'est ensuite tout doucement arrêtée, bien qu'évidemment tout le monde semblait imaginer que Gareth s'était potentiellement fait assassiner à cause de son travail, sans doute par des personnes qui l'espionnaient. Suite à cette rumeur qui persistait, 2 ans plus tard, en avril 2012, il va y avoir une audience avec toute la famille de Gareth pendant laquelle une personne va venir témoigner. Il s'agissait d'une femme anonyme connue sous le nom de F qui était là pour affirmer que la mort de Gareth n'était pas due à son travail. Elle voulait d'ailleurs tellement rester anonyme que pendant l'audience, elle était cachée par un paravent pour pas qu'on voie son visage. Par contre, elle dira avoir été l'une des supérieures de Gareth juste avant qu'il décède et elle va alors déclarer qu'il n'y avait aucune preuve reliant la mort de Gareth à son travail et d'ailleurs, selon elle, le poste de Gareth au gouvernement était classé comme à risque très faible. Évidemment, lorsque la famille de Gareth a entendu ça, ils ont été extrêmement vexés. Ils se disaient juste que le gouvernement essayait juste de se protéger, de remettre la faute sur Gareth, peut-être sur des problèmes mentaux qu'il pouvait avoir, parce que là, ils ont imaginé la thèse du suicide. Je sais, c'est assez dingue. Et donc, la famille était très énervée et ils ont quitté la salle d'audience avant que F ait terminé tout son récit. F va alors poursuivre son récit sans la famille et elle dira qu'aucune agence de renseignement étrangère ne connaissait vraiment Gareth. Elle dira même qu'il ne connaissait pas Gareth ni le travail qu'il effectuait tellement c'était à petit risque. Elle affirmera aussi qu'il n'y avait aucune menace contre lui et qu'il n'a d'ailleurs jamais été une cible pour qui que ce soit. F dira que le travail de Gareth était basé au Royaume-Uni et elle rejettera les informations selon lesquelles il s'était rendu en Afghanistan et en Russie pour son travail. Aussi, il a été noté et remarqué qu'après la découverte du corps de Gareth, énormément d'agents venant du gouvernement s'étaient rendus à son appartement. Mais F niera absolument tous les faits et dira que ni la police antiterroriste, ni des agents de services secrets n'ont été dans l'appartement avant ou après la mort de Gareth. Donc là, clairement, elle niait des faits, elle niait des choses qui ont été remarquées, qui ont été notées, elle disait que ce n'était pas vrai. Après ça, la famille a exigé une enquête plus approfondie sur une dissimulation par des responsables des services secrets. En plus de ça, ils relèveront quelque chose de très important et très énigmatique. En fait, après le 15 août, c'est vrai que Gareth n'a plus donné signe de vie et donc il n'a plus été travaillé. Son poste était quand même à haute responsabilité et c'est bizarre parce que personne ne s'est quand même inquiété de savoir où était Gareth au gouvernement. Ses collègues ne l'ont pas vu venir travailler pendant plusieurs jours, Gareth n'a pas donné signe de vie et eux, ils n'ont prévenu personne. Mais bon, encore une fois, l'armée va s'en mêler et ils vont essayer de faire croire de leur côté qu'il s'agissait d'un suicide. Alors je sais pas vous, mais moi ça me rappelle très bien la dernière vidéo sur le colonel Chou. D'ailleurs, si vous l'avez pas vu, je vous mets le lien juste au-dessus dans le petit i, vous allez voir, c'est aussi très énigmatique. Bon, sinon dans cette histoire, comme je vous l'avais dit, c'est le gouvernement qui à la base va émettre cette thèse de suicide. Ils vont en fait dire qu'il n'y avait aucune preuve vraiment qui montrait que Gareth avait pu être avec une tierce personne et que sans doute il avait voulu mettre fin à ses jours et puis qu'il s'était enfermé seul dans le sac. Donc en gros qu'il avait lui-même mis le cadenas pour ne jamais pouvoir en sortir. C'était vraiment la meilleure solution selon eux, surtout que la porte d'entrée avait été fermée à clé, donc ça prouvait que personne n'avait pu en sortir, personne n'avait pu s'enfuir, et surtout ce qui prouvait aussi qu'il avait pu mettre fin à ses jours, c'est justement cet article de journal qui était ouvert dans son salon sur les 5 regrets que quelqu'un pouvait avoir avant de mourir. Mais bon, on va pas se le cacher, la police trouvait quand même cette thèse un peu bizarre. Un des enquêteurs qui était présent le jour où on a retrouvé le corps de Gareth va même s'exprimer en disant que Gareth avait un visage très calme au moment de la découverte et qu'il ne semblait pas avoir vécu un traumatisme. Comme si, avant sa mort, il n'était pas conscient qu'il allait mourir, qu'il était bien et que ça a comme été sur le coup. Par là, il veut dire que quelqu'un qui aurait mis fin à ses jours, qui aurait suffoqué dans un sac, n'aurait pas un visage aussi doux, aussi serein.
De plus, il dira que le sac était en bon état à l'intérieur, comme si Garrett avait été déposé là en étant déjà mort. Parce que clairement, s'il avait voulu mettre fin à ses jours en s'enfermant dans ce sac, au moment où il aurait suffoqué, il se serait débattu. Mais non, le sac était tout bien et d'ailleurs les doigts et les ongles de Garrett ne montraient aucune trace de lutte, ils étaient en parfait état. Donc soit Garrett était dans un calme olympique lorsqu'il suffoquait dans un sac, soit il a été mis là par une autre personne alors qu'il était déjà décédé. Mais c'est pas tout, imaginons que Garrett ait quand même voulu mettre fin à ses jours de cette façon. Il reste quand même une énorme question. Comment est-ce qu'il aurait pu, seul je précise, s'enfermer dans un sac et y mettre un cadenas à l'extérieur? D'ailleurs, on apprendra que la clé du cadenas se trouvait sous la fesse droite de Garrett dans le sac. Donc là, les enquêteurs vont essayer plus de 400 fois de s'enfermer dans le sac et d'y mettre un cadenas pour voir si c'était possible, mais personne n'y arrivera à aucun moment. Mais rappelez-vous, je vous avais dit que l'armée allait se mêler de tout ça, et bien juste après que la police ait dit qu'en fait c'était impossible de s'enfermer seul dans un sac et d'y mettre un cadenas, eh bien un sergent de l'armée, qui je précise travaille pour le gouvernement, va publier une vidéo le montrant en train de s'enfermer dans un sac, seul, à l'aide de personne, en y mettant un cadenas. C'est quand même très bizarre. En fait, c'est assez dingue parce que c'est juste après que la police ait comme réussi à prouver que quelqu'un avait bel et bien dû être là avec Garrett pour le mettre dans le sac, que l'armée est arrivée et a dit « Non, non, nous on vous prouve que c'est bel et bien un suicide, regardez, c'est possible de se mettre seul dans ce sac et de le cadenasser ». Donc voilà, à partir de là, les enquêteurs étaient totalement perdus, ils étaient sûrs que c'était un meurtre, mais tout avait été fait à la perfection, il n'y avait aucune preuve, aucun indice. Vraiment, la personne qui avait fait ça était surentraînée. Ne sachant plus quoi faire, les agents vont alors se dire qu'ils vont retourner sur des anciennes pistes et ils ont alors continué à fouiller du côté de ces vêtements pour femmes qui avaient été retrouvés chez Garrett. En relisant les rapports, ils verront que les enquêteurs, en fouillant dans l'appartement quelques jours plus tard, avaient retrouvé de nouvelles perruques. Ils avaient aussi retrouvé pas mal de maquillage et puis aussi c'est quand même bizarre parce que les vêtements pour femmes retrouvés étaient extrêmement beaux, extrêmement chers et très neufs. Et puis oui, même si la meilleure amie de Garrett avait dit que potentiellement c'était des cadeaux pour elle ou pour la sœur de Garrett, ça reste quand même bizarre. Pourquoi est-ce qu'il aurait acheté autant de vêtements, autant de maquillage, autant de perruques? Les enquêteurs sont sûrs qu'il y a quelque chose à trouver derrière tout ça. Ils se sont alors demandé s'il n'y avait pas une nature sexuelle derrière ce meurtre et franchement, ils ont trouvé pas mal de preuves qui pourraient nous faire penser ça. Déjà, ils noteront que l'entièreté de l'appartement de Garrett était propre et rangée à l'exception de la chambre où il y avait des chaussures qui traînaient, des t-shirts et des sous-vêtements. De plus, la couverture de lit traînait sur le sol, donc le lit avait été défait et non refait. Mais c'est pas tout parce qu'en fait, la police scientifique va retrouver des traces de sperme qui appartenaient à Garrett sur l'évier de la salle de bain où il a été retrouvé et sur la couette de son lit. De plus, les enquêteurs se rendront compte d'autres choses de très étranges. En fait, ils vont se rendre compte que lorsque le corps de Garrett a été retrouvé et analysé par la police scientifique, il sera noté qu'il y avait un ADN étranger qui avait été retrouvé sur son corps. Les enquêteurs qui vont lire ça vont être très perturbés parce que c'est bizarre que personne en ait parlé, cet ADN pourrait être très important, mais en relisant d'autres rapports qui ont été écrits après, eh bien on va se rendre compte que ça va être comme démenti et on dira que l'ADN retrouvé sur le corps de Garrett était en fait une sorte d'ADN perdu des médecins légistes ou de la police scientifique. Ça paraît quand même bizarre parce que ces personnes-là qui touchent le corps, qui sont proches du corps, ont souvent des combinaisons entières qui leur permettent de ne pas déposer leur ADN partout. D'ailleurs, c'est quand même très inhabituel de retrouver l'ADN de la police scientifique sur le corps de la victime, mais ici, selon les rapports, ça aurait été le cas, et donc cet ADN retrouvé n'a pas plus que ça été analysé et il a totalement été mis de côté. Donc là, ça paraît très bizarre et on peut s'imaginer que quelqu'un a été soudoyé, payé pour comme changer ça et protéger la personne à qui l'ADN appartenait réellement. Mais bon, après cette découverte, eh bien l'enquête va simplement tomber à l'eau et encore une fois, elle va être arrêtée. En novembre 2013, les enquêteurs en charge de l'affaire vont déclarer que Garrett était très probablement seul lorsqu'il est décédé et que sa mort était un accident tragique, sous-entendant donc que Garrett s'était enfermé seul dans le sac.
Là, c'est vraiment triste parce que Gareth jusque-là était abandonné par l'armée et le gouvernement, mais cette fois-ci, même la police, les enquêteurs l'abandonnaient complètement. Par contre, en février 2021, il y aura un petit espoir qui va naître car le journal Sunday Times écrira: un scientifique pense que le progrès du profilage ADN signifie qu'il est désormais possible d'obtenir de nouvelles informations à partir d'un seul cheveu trouvé dans l'appartement où Williams a été découvert mort le 23 août 2010. Quelques mois plus tard, un porte-parole de la police a confirmé que les preuves étaient bel et bien en train d'être réexaminées et que les détectives attendaient les résultats. Aujourd'hui, on attend que la police donne plus d'informations au sujet des nouvelles analyses, mais je me dis qu'il est fortement possible que cette affaire soit enfin résolue des années plus tard grâce à l'avancée de la science. Après, il faut encore voir si personne ne sera soudoyé dans cette affaire, parce que si l'affaire est sur le point d'être résolue, peut-être que les personnes impliquées ne voudraient pas que ça se sache. En tout cas, c'est comme ça que se termine la vidéo. J'espère que ça vous aura intéressé. Dites-moi en commentaire tout ce que vous pensez par rapport à toute cette affaire, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses et beaucoup de théories, donc j'attends de lire vos commentaires avec impatience. Et sinon, si la vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir, à vous abonner à la chaîne, et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye!